Bienvenue dans ce webinaire dans lequel, avec Raphaël, nous allons vous présenter toutes les subtilités de l'audit de renouvellement par rapport à votre cycle de certification Calliope. Alors du coup, Jimmy, pardon, c'est vous qui animez le webinaire. Donc avec Tanguy, quand vous avez créé Certifopap, vous aviez allié vos compétences entre vous qui êtes formateur depuis 2015 et puis Tanguy qui a qui a eu tout un parcours dans la qualité. 200 audits Calliope réalisés, ça commence à faire pas mal. J'imagine que vous allez reconnaître des noms dans le chat d'organismes que vous avez peut-être audités. Tout à fait. Alors, beaucoup d'audits, bien sûr, initiaux, beaucoup d'audits de surveillance, mais finalement, très peu, bien sûr, d'audits de renouvellement sur ce début 2023, parce que forcément, vous avez été très nombreux à vous faire certifier courant 2020, début 2021, voire fin 2021. Donc, certains, là, ceux qui sont dans le chat, ont déjà peut-être réalisé leur surveillance. Donc, c'est bien déjà de se renseigner sur comment fonctionne le renouvellement, puisque forcément, la fin de validité du certificat, et c'est pour bientôt, quoi. C'est pour dans quelques mois. Donc au final, voilà, l'intérêt aussi pour nous, c'est de vous informer en amont de tout le dispositif de renouvellement. Donc moi je serai accompagné par Raphaël. Raphaël donc qui est chez nous depuis 2020. Beaucoup de dossiers clients suivis, alors à la fois audit blanc, audit initiaux, audit surveillance. Et Raphaël aujourd'hui, elle pilote la stratégie de communication et de veille chez Certifopac. Donc elle va aussi, grâce à ce webinaire, pouvoir enrichir notre article sur le renouvellement sur notre site web. Tout ça pour voilà, pour que ce soit à jour et pour que vous soyez informés au maximum par rapport aux nouveautés réglementaires. On va pas spoiler davantage, mais il est prévu des nouveautés réglementaires par rapport au renouvellement courant 2023. Donc c'est aussi l'occasion via ce webinaire de vous présenter tout ça. Donc pour ceux qui participent, c'est plutôt très bien, notamment pour alimenter, pour enrichir votre veille légale et réglementaire, de l'indicateur numéro 23 de votre référentiel qualité. Surtout, faut pas hésiter à poser des questions dans le chat. Moi, je vais les prendre en note et je les ferai remonter à la fin du webinaire dans un temps d'échange questions-réponses. C'est ça. Alors, on a voulu, bien sûr, alors on a toujours ce fonctionnement, hein, c'est-à-dire que on propose en fait de voir ensemble dans cette heure ensemble 3 points clés. Donc un premier point plutôt d'introduction sur l'état des lieux, un deuxième point sur la présentation du renouvellement dans le cycle Calliope, et enfin les questions les plus posées au sujet du renouvellement. Et vous verrez, ça va nous occuper les 3/4 du temps, donc on s'arrêtera après s'il y a quelques questions en tout cas, mais je pense que ce sera plutôt complet. Alors, déjà de faire un état des lieux, parce que qu'est-ce qui se cache derrière la définition d'un renouvellement de certification Calliope? Déjà, est-ce qu'on doit renouveler Calliope? Alors pourquoi on dit ça? Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Calliope, c'est pas comme Datadoc pour ceux qui ont connu, c'est que on est certifié Calliope sur un laps de temps donné, sur un cycle donné. Donc on l'est pendant 3 ans, alors 4 ans pour les irréductibles qui se sont fait certifier avant 2021, mais bon, c'est quand même un temps limité. Et donc la question va se poser de est-ce que je renouvelle ou pas? Alors forcément, si votre activité, si votre business est lié au financement public, au CPF, aux financeurs type OPCO, tout ça, la question elle se posera pas vraiment. Vous n'aurez pas le choix que de renouveler. Après, si vous êtes un formateur indépendant, ou alors si vous êtes une toute petite structure qui avait subi de plein fouet les nouveautés du CPF ou tout plein de choses, vous allez très certainement vous dire qu'est-ce que je fais, parce qu'au final Calliope ça me coûte à peu près 500-600 euros par an. Si ça me rapporte 1000 ou 1500, est-ce que c'est vraiment intéressant, quoi? Donc il y aura bien sûr cette réflexion. Alors nous, pour vous aider par rapport à cette réflexion, on a voulu vous rajouter les chiffres des certifiés Calliope. Alors c'est au 31 janvier 2023, mais ça vous donne quand même un ratio très intéressant par rapport au nombre de structures qui sont certifiées Calliope par rapport aux structures existantes. Donc le ratio, c'est très simple, alors c'est pas du 80-20, mais presque, on est sur du 63%, 37% des organismes qui disposent d'un numéro de déclaration d'activité sont certifiés Calliope. Donc il y en reste quand même 63% qui ne le sont pas.
ce qui est quand même énorme. Donc, malgré, alors, mis à part si je passe toute la partie argument de oui, on est référencé auprès des financeurs quand on est Calliope, bah, c'est aussi quand même un gage de différenciation sur le marché, même pour ceux qui n'ont pas exclusivement de lien de dépendance fort chez les financeurs. Voilà. Autre chose aussi par rapport aux différentes catégories d'actions, de formation, qui sont au nombre de 4. Donc on a bien sûr les formations continues, 41 000 certifiés Calliope à peu près. Et puis alors après, c'est la chute libre. Hein. On a à peu près 4 000 certifiés sur les bilans de compétences, 2 000 sur les VAE, à peu près 3 000 en tant que CFA. Voilà. Alors pourquoi on vous a mis ça avec Raphaël? Parce qu'on a jugé opportun de vous le mettre ici, parce que quand vous renouvelez, c'est aussi l'occasion de se poser sur vos activités et d'éventuellement en profiter pour ajouter une ou plusieurs catégories d'actions. Voilà. On a fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur la partie bilan de compétences et sur la partie extension. Certains avaient souligné le coût d'un audit d'extension, qui est une obligation pour pouvoir ajouter une nouvelle catégorie d'action. Et ben, l'intérêt de penser à l'ajout d'une nouvelle catégorie lors du renouvellement, c'est que il n'y a pas besoin de faire un audit d'extension. En fait, quand vous renouvelez, ben, vous allez profiter de votre audit de renouvellement pour auditer vos anciennes catégories et puis pour en ajouter éventuellement une ou plusieurs. Voilà par rapport à ça. Donc ça, tous ces chiffres, on a une question de SAD sur les chiffres actualisés. Alors nous, on fait un travail en fait. C'est si vous êtes à l'aise sur Excel, vous avez accès à tous ces chiffres sur le site data.gouv. Raphaël, tu peux tout à fait mettre le lien. Hein, c'est des sites qui sont publics avec de l'info publique que l'on peut extraire. En fait, nous après ces gros tableaux, on en fait des synthèses sur des tableaux de bord Excel et donc on vous transmet l'information. Voilà pour tout ça. Alors, si on en revient au texte, alors le texte, c'est simple, hein, c'est ce qu'on appelle l'arrêté du 6 juin 2019, qui régit grosso modo l'ensemble des modalités d'audit applicables à la certification Calliope. On a voulu nous faire un focus sur l'article 3, qui concerne le renouvellement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le renouvellement, déjà tout simplement, bien sûr, ça suppose la réalisation d'un nouvel audit, qu'on va appeler, bien sûr, audit de renouvellement. Cet audit de renouvellement, il est précisé noir sur blanc dans les textes qu'il doit se faire sur place. Autrement dit, sur site, en présentiel, comme l'audit initial dans les textes. Autre chose très importante, il est précisé que cet audit doit se faire avant la date d'échéance du certificat. Si par exemple votre certificat actuel périme au 1er juin 2023, vous ne pouvez pas faire votre renouvellement au 15 juin 2023. Ça ne fonctionnera pas. Il faudra réenclencher un nouveau process avec un audit initial. C'est pas du tout pertinent. Donc, il faut absolument faire votre renouvellement avant la fin de validité de votre certificat. On y reviendra après avec un schéma. Donc, sur place, on en a parlé. Avant la date d'échéance, on en a parlé. Là, vraiment, vous avez en jaune, bleu et vert les 3 points clés de l'audit de renouvellement. Déjà, si vous avez compris ça, c'est l'essentiel. Ensuite, alors, hop, je vais aller un petit peu vite. Par rapport à cet audit, bien sûr, cet audit donne lieu à l'obtention d'un nouveau certificat. Pour ceux qui ont déjà passé actuellement leur audit de surveillance, vous avez vu, alors on vous notifie du maintien de votre certificat, mais on ne réédite pas un nouveau certificat. Mais par contre, pour l'audit de renouvellement, la décision de renouvellement fait lieu en fait d'un nouveau certificat, donc avec une nouvelle date d'émission, avec un nouveau numéro. Donc tout ça, pour ceux qui sont certifiés chez nous, vous le verrez apparaître directement sur l'application. On reviendra sur ce point tout à l'heure dans un schéma assez sympa que Raphaël nous a fait. En fait, en cas de renouvellement, la nouvelle décision de certification prend effet le lendemain de la date d'échéance du précédent certificat. Donc par exemple, je prends mon cas toujours pareil, mon certificat périme au 1er juin. Eh ben, si j'ai fait par exemple mon audit au mois de mai, et que ma décision a eu lieu fin mai, eh ben, très bien. Mais mon certificat de cycle 2 sera en fait la date de validité qui va apparaître sera à partir du 2 juin 2023. Voilà, donc en fait à J+1 par rapport au certificat existant. Voilà pour ça. Alors ça, vous le retrouvez, ce texte-là, vous le retrouvez dans l'espace documentaire de notre site internet. On en a profité aussi, toujours sur ce même document, toujours sur l'arrêté du 6 juin, pour vous remettre la durée d'audit. Parce que ça, c'est un point fondamental. On se pose aussi la question à chaque fois de « Ah bah tiens, combien de temps va durer mon audit ?» Et surtout,
surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, le tarif de votre cycle de certification est directement lié à la durée d'audit. Un organisme qui va faire une journée d'audit de renouvellement ne sera pas facturé de la même façon que celui qui va en faire 2 ou 3, ce qui est très logique. Donc, on vous a remis ici tout simplement le tableau réglementaire avec les durées en question. Alors, nous, ça nous parle avec Raphaël, mais en fait, pour vous repréciser un petit peu tout ça par rapport aux différentes colonnes qui sont là, la colonne ici, 6313-1-1, on est sur la catégorie d'action de formation, donc sur la première catégorie. En 2, vous avez la partie bilan. En 3, VAE. Et en 4, les CFA. Et de toute façon, à chaque fois, on vous indique, lors de votre renouvellement, la durée qui sera prévue en fonction de votre chiffre d'affaires du dernier bilan pédagogique et financier. Et puis, en fonction aussi des catégories qui seront auditées. Voilà. Donc, pour 85% du volume d'audit, on est plutôt sur un chiffre d'affaires inférieur à 150 000 euros sur la première catégorie. Donc, on sera sur un jour d'audit de renouvellement et sur 0,5 jours de surveillance. Donc, en fait, on sera à peu près sur ce qui se fait aujourd'hui en cycle initial. Un jour initial plus 0,5 en surveillance, bah, ce sera pareil pour le renouvellement. Voilà. Donc ça, faut pas hésiter à vous référer à ce tableau parce que, alors, ça peut être important pour ceux qui ont eu une évolution de leur chiffre d'affaires. Si vous avez été, par exemple, certifié à l'initial en nouvel entrant, donc en première tranche, eh ben oui, alors forcément, vous étiez sur un jour d'audit. Par contre, si vous passez en deuxième tranche pour le renouvellement, bah, ne soyez pas surpris d'avoir un audit de renouvellement d'1 jour et demi. Parce que vous avez eu un chiffre d'affaires à 200 000 euros, 250 000 euros. Donc ça, c'est des choses bien sûr qui varient. C'est pas nous qui faisons un peu comme on veut à la tête de la personne ou du client. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà pour tout ça. On va zoomer maintenant sur le cycle de certification et donc précisément déjà dans un premier point sur la définition de l'audit de renouvellement comme nous on l'entend. Donc, on vous a montré le texte de loi. Maintenant, on voulait aussi vous mettre, nous, par rapport à nos mots, ce que l'on considérait comme être un audit de renouvellement. Le renouvellement, ça va servir à vérifier que votre organisme continue à respecter les exigences du référentiel national qualité dans sa version en vigueur. Et ça, c'est très important. Ceux qui passent actuellement leur surveillance, vous l'avez vu, on vérifie avec l'auditeur s'il y a eu une mise à jour du guide de lecture depuis l'audit précédent. Bah, c'est un petit peu pareil avec le renouvellement. Donc ça, c'est notre rôle de vous informer en amont de votre audit pour vous dire, bah voilà, il faudra faire attention par contre parce que vous avez été audité en surveillance en version, je dis n'importe quoi, en version 7. Il y a une nouvelle version du guide de lecture depuis, donc vous serez audité sur cette version du référentiel. Donc là, pour l'instant, vous avez de la chance. Le guide de lecture n'a pas été mis à jour depuis depuis même plus de 2 ans. On n'est pas à l'abri d'une version 8 très prochainement, courant 2023 ou 2024. Et donc, vous serez informé par rapport à ça. De manière générale, l'objectif de ce renouvellement, ça va être alors déjà de vérifier le traitement des non-conformités de l'audit précédent, s'il y en a eu. Et puis après, tout simplement de faire une conduite d'audit comme on pourrait l'entendre comme pour un audit initial. Donc, on va auditer tous les indicateurs. Voilà. Et puis, très important, mais l'échantillonnage portera sur l'ensemble des sessions réalisées depuis l'audit de surveillance. Donc, il faudra nous transmettre la liste des sessions en sachant que la conduite d'audit de manière générale, c'est plutôt de s'orienter sur les sessions des 3 derniers mois, même si on peut aller jusqu'aux sessions qui ont eu lieu depuis l'audit de surveillance. Voilà pour ça. Chose également, ça ne change pas, que ce soit un audit initial, une surveillance, une extension ou n'importe quoi, il n'y a pas de preuve, c'est une non-conformité. Hein, ça, c'est très important. Et surtout, les résultats du cycle 1 ne préjugent pas des résultats de l'audit de renouvellement. C'est pas parce que, et ça, si vous êtes actuellement dans votre surveillance, vous le voyez, mais c'est pas parce que vous avez eu 0 non-conformité à l'initial que vous aurez 0 non-conformité en surveillance ou en renouvellement. Parce que l'auditeur n'est pas le même, parce que l'échantillonnage n'est pas le même, parce que vous êtes dans un process qui vit, vous avez peut-être eu du turnover, un changement d'organisation, et donc c'est normal que ça se ressente dans votre process qualité. Et du coup, ça sert à ça. Le fait qu'on revienne tous les 1 an et demi pour vous embêter, ça sert à ça, ça sert à vous challenger dans votre respect du référentiel qualité.
On vous a fait un petit schéma. Alors, c'est toujours le même schéma que l'on remet à chaque fois, quel que soit l'audit, à chaque fois initial, surveillance ou renouvellement. Mais là, ici, on a voulu vraiment se concentrer sur le renouvellement pour vous rappeler que celui-ci devait être fait avant la fin de validité du certificat sur le premier cycle. C'est important parce que dans les textes, on va retrouver cette notion de réaliser l'audit de renouvellement dans des délais compatibles avec la levée des non-conformités majeures éventuelles. Pourquoi on dit ça? Je reprends mon exemple du 1er juin 2023. Ne nous dites pas « Ah, mais moi, je veux faire mon audit le 25 mai 2023 ». Pourquoi? Parce que si à l'issue de votre audit, vous avez des non-conformités majeures et que vous n'avez pas le temps de les traiter avant le 1er juin, eh ben, du coup, ça ne marche pas. C'est pourquoi on va fortement vous recommander, dans le cadre de la planification, de réaliser vos audits de renouvellement au plus tard, et c'est bien au plus tard, 3 mois avant la fin de validité de votre certificat. C'est le délai légal pour traiter une non-conformité majeure, donc au moins ça vous laisse du temps pour la traiter. Voilà. Ça peut être fait un petit peu en amont. On considère, nous, chez Certifopa, qu'on peut réaliser l'audit de renouvellement entre 6 et 3 mois avant la date de fin de validité. Voilà. Donc, on viendra aussi sur ces délais par rapport à ça juste après. Donc, si on zoome sur ce cycle numéro 1, j'ai bien mon audit de renouvellement qui est intégré dans ce cycle. Alors, il n'est pas intégré tout de suite à la fin, mais bien sûr, on se laisse un petit peu de temps pour traiter les non-conformités éventuelles. Et donc, la décision de renouvellement doit se faire avant la fin de votre premier cycle pour enchaîner sur l'édition d'un nouveau certificat, donc un certificat numéro 2, qui sera valide à J+1, donc en fait au démarrage de votre cycle numéro 2. Voilà. Et donc, si vous avez compris, pour ceux qui sont lancés dans Calliope pendant 6, 9, 12 ans, et puis sauf s'ils ne nous pondent pas encore une autre réforme, mais en tout cas, ça va générer plusieurs cycles de certification. Donc, on peut très bien avoir un cycle 1, un cycle 2, puis un cycle 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Selon les mêmes modalités. Cela veut dire aussi, vous l'aurez compris, que après l'audit de renouvellement, il y aura bien sûr encore une surveillance. Un audit de surveillance, comme vous l'avez vécu déjà lors de votre premier cycle. Jimmy, on a une question par rapport au timing. Donc, je pense qu'on est bien sur cette frise pour y répondre. Si jamais il y a eu un audit d'extension, est-ce que la date du renouvellement est repoussée à cause ou grâce, on va dire, à cette extension? Alors, non, sinon ce serait beaucoup trop compliqué et pas forcément justifiable par rapport aux différentes catégories déjà certifiées. En fait, la règle, dans la loi, hein, c'est que l'extension n'influe pas sur les délais, sur les fins de validité du certificat. D'ailleurs, c'est la même chose pour les transferts. Parce que sinon, voilà, on imagine bien, si on transfère tous les 4 matins, on va chez un certificateur, puis un autre, puis que ça décale à chaque fois de 3 ans, on est tranquille. Donc non, en fait, on garde dans le temps la fin de validité de la décision initiale de certification ou de la décision de renouvellement de certification. Donc, quelle que soit la date de votre audit d'extension, qu'elle intervienne avant ou après la surveillance, ou avant ou après un renouvellement, ça n'influe pas sur la fin de validité de votre certificat. Okay. Par contre, votre certificat sera mis à jour. Donc il y aura une date, un versionning, une date de mise à jour, donc avec l'ajout de la ou des catégories qui seront concernées, mais la date de fin de validité ne sera pas touchée. Et du coup, vous parliez aussi du délai avant l'audit de renouvellement. Est-ce que ce délai, le délai conseillé, on va dire, il est propre à chaque certificateur ou est-ce que la réglementation, elle encadre quelque chose? En fait, ça va dépendre du sérieux du certificateur. Ça veut dire que nous, on considère que pour bien traiter votre dossier, on va vous recommander très fortement de faire votre audit maximum 3 mois au plus tard. Par rapport à votre fin. Maintenant, certains vont jouer avec le feu. Ça veut dire que certains vont dire alors nous on peut le faire 15 jours avant. Par contre, ce sera le problème de l'organisme certifié s'il a des non-conformités à traiter. Donc nous on veut pas jouer avec le feu. On veut que ce soit fait de la façon la plus sereine et la plus transparente possible. Donc on va vous proposer de faire le renouvellement dans des délais qui sont raisonnables. Voilà, dans des délais qui sont compatibles
D'ailleurs, les textes disent bien les délais compatibles avec la levée des non-conformités majeures. Donc, c'est pourquoi on se cale sur ces 3 mois. Voilà. Donc pas de réglementation, juste une évaluation du risque. Une évaluation du risque, parce qu'après, alors, c'est sûr, on pourrait dire, ah bah c'est bon, lui, c'est un organisme sérieux, je vois qu'il n'y a pas eu de non-conformité à l'initiale et à la surveillance, mais qui me dit qu'il n'y en aura pas pour le renouvellement? Ça, personne ne peut le dire. Donc, je peux pas me fier à ça comme indicateur en disant, bah c'est bon, je vais faire l'audit 15 jours avant, et puis on sera tranquille, parce que c'est pas le cas. On ne peut pas garantir cela. Et après, ça va mettre en difficulté mon organisme certifié pour pas grand-chose. Voilà. Voilà par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Pas de questions en lien avec le timing, donc je pense on peut avancer. Il y a Allez. des questions en lien avec les non-conformités, mais je sais qu'on va y revenir, donc C'est noté, super. Eh ben, du coup, alors, ça va répondre, je pense, à certaines de vos questions aussi dans le chat. Donc, c'est le but du jeu. Et puis, en complément, bien sûr, on pourra y répondre juste après. Alors, par rapport aux questions les plus posées sur le renouvellement, celle qui arrive, je dirais, en première, en première place, c'est celle-ci, c'est comment s'effectue la continuité de validité du certificat entre le cycle 1 et 2. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que certains sont inquiets par rapport, vous savez, à la fameuse liste publique des centres de formation et le fait que votre organisme est à la fois, par exemple, reconnu sur EDOF pour ceux qui sont au CPF ou alors auprès d'autres OPCO. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que on a un process de renouvellement chez Certiopac qui est très simple en fait. Ça va vraiment découler de façon assez logique puisque on a une modalité de prise de contact avec vous 6 mois. Alors c'est entre 6 et 8 mois avant la fin de validité de votre certificat. Donc vous recevez un message depuis votre application d'audit. On va se charger de vous recontacter pour, en fait, au même titre que ce que l'on fait pour la surveillance, pour mettre à jour vos informations administratives, vous demander s'il y a eu des changements qui sont survenus depuis l'audit de surveillance. Donc ça, ce sera fait directement sur l'application. Vous affectez un auditeur. Alors, j'en profite pour une petite parenthèse sur l'auditeur, mais l'auditeur ne sera pas nécessairement le même que celui que vous avez eu en cycle 1, pour garantir bien sûr des notions de neutralité et d'impartialité dans les pratiques d'audit. Donc voilà, c'est sûr que vous avez créé du lien avec la personne, c'est sûrement quelqu'un de très compétent, très fiable, très sérieux, très neutre. C'est plus confortable pour vous de faire un audit avec quelqu'un que vous connaissez, mais malheureusement, ou même heureusement, en fait, on ne sait pas. Mais en tout cas, la réglementation nous impose de vous proposer un auditeur qui n'est pas tout le temps le même, forcément, hein, vous l'aurez compris, pour garantir l'enjeu d'impartialité de nos pratiques d'audit. Donc, une fois l'auditeur affecté et la date d'audit proposée, c'est très simple. Vous réalisez l'audit, on décide du maintien du certificat et on délivre, en fait, on édite le certificat en cycle 2. En fait, vous, de manière administrative, c'est transparent. C'est-à-dire que sur l'application d'audit, vous aurez l'historique de vos certificats. Donc, vous aurez votre certificat du cycle 1 et vous aurez le certificat du cycle 2 qui va s'afficher directement au-dessus. Et puis, alors ça, c'est surtout très intéressant pour vous. Il y a une transmission automatique, vous le savez, de notre liste des certifiés au ministère du Travail et donc aux financeurs. Et donc, c'est transparent. C'est-à-dire que vous serez, en fait, il n'y aura pas de délai, de carence ou d'applicabilité de votre certificat numéro 2. C'est transparent et ce sera toujours mis à jour sur la liste publique. Et le passage du cycle 1 au cycle 2 se fera de manière très naturelle. Voilà pour ça. Ensuite, on a aussi, bien sûr, des questions liées aux non-conformités, parce que ça inquiète souvent du monde. Hein. C'était le cas aussi pour la surveillance. Donc, l'idée, c'était aussi de vous rassurer par rapport au traitement des non-conformités lors du renouvellement. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir des non-conformités lors du renouvellement? Bah oui, forcément, en fait, à chaque audit, que ce soit un audit de surveillance, d'extension ou même un audit initial, bien sûr, on peut avoir des non-conformités avec le référentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en fait le même procédé à chaque fois. Donc, si vous êtes à l'aise avec le process, si vous l'avez lu, compris, c'est à chaque fois la même chose. Donc, 6 mois pour traiter une non-conformité mineure et 3 mois pour une non-conformité majeure. Donc, s'il y a un indicateur, par exemple, vous étiez en surveillance, vous avez eu une non-conformité mineure, dans ce cas-là, alors, on évalue cet indicateur lors de l'audit. Si cet indicateur
il apparaît en non-conformité mineure, donc toujours lors du renouvellement, et ben dans ce cas-là, il passera en non-conforme majeur. Voilà, ça c'est la petite particularité, mais au final c'est le cas tout le temps. Hein, quand vous êtes en surveillance, si vous avez eu une non-conformité mineure en initiale et que c'est encore le cas en surveillance, bah, pour pas avoir à se traîner comme un boulet une non-conformité mineure à chaque audit, la réglementation nous impose euh, de passer cette non-conformité en majeur pour qu'elle soit traitée dans les 3 mois par l'audité. Voilà. Alors tout ça, ça peut paraître un petit peu abstrait. C'est pourquoi à chaque étape du process, on a défini nous des schémas, alors qu'on le veut, on essaye en tout cas que ce soit assez clair. Et donc ces schémas-là, ils apparaissent sur la page du site, sur le traitement des non-conformités, et ils apparaissent aussi sur la page web, sur l'application d'audit. Lorsque vous traitez vos non-conformités, vous avez de toute façon un rappel sur tous les délais. Voilà. Donc pour les non-conformités mineures, 15 jours pour faire une proposition d'action corrective à votre auditeur, ça change pas. Et puis, une fois que c'est validé, vous avez de toute façon 6 mois pour mettre en note ce que vous avez dit, et ce sera vérifié à l'audit suivant. Voilà, Dans toujours tous les, pareil. dans tous les cas, les délais sont des délais maximum. On peut Maximum. traiter plus tôt. Enfin, je peux traiter une non-conformité en un mois, par exemple. En un mois, on peut traiter, on peut faire une proposition d'action à son auditeur le soir même de l'audit, ou à J+1, J+2. C'est même d'ailleurs ce qui est recommandé parce que c'est encore chaud dans votre tête. Il vaut mieux faire des propositions d'action dans la foulée plutôt que d'attendre 15 jours pour les envoyer. Et pareil pour les éléments de preuve. D'accord. La nuance, bien sûr, c'est pour les non-conformités majeures. Alors tout à l'heure, on parlait du délai de 3 mois. Ce délai de 3 mois, on le retrouve ici. Hein, donc dès que la grille d'audit a été validée par nos services, vous avez 3 mois pour lever la non-conformité. Donc quand on dit lever la non-conformité, ça se fait toujours en 2 étapes. Une première étape où vous proposez vos propositions d'action corrective sur l'application. Donc ça, c'est sous 15 jours. Et une fois que c'est validé, une fois que l'auditeur valide la pertinence de ces actions correctives, derrière, vous avez 3 mois pour déposer vos preuves. C'est toujours pareil, comme a dit Raphaël, c'est pas 3 mois, voilà, ça peut être fait bien sûr dans la foulée, et donc le traitement se fait aussi dans la foulée. Ce qui est vraiment important, en fait, ce que je peux appuyer ici, c'est que la clôture, donc la validation des preuves par l'auditeur et la vérification des preuves par nos services, dans le cadre du renouvellement, doit se faire avant la fin de validité de votre cycle existant. Je reprends toujours pareil l'exemple de ma fin de validité du certificat au 1er juin 2023. Je réalise par exemple mon audit au 1er avril, donc ok, j'ai 2 mois, donc super. Si je ne suis pas capable de traiter mes non-conformités dans les délais, et si Certifopac n'a pas émis justement sa validation finale sur le traitement post-audit avant la fin de validité, on est coincé. Et réglementairement, on est coincé. Donc c'est pour ça que on est un peu frileux sur le fait de faire des audits de renouvellement trop tard. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure au plus tard sous 3 mois avant, parce que voilà, on peut être coincé. Alors coincé, ça veut dire quoi? En fait, se prononcer sur un refus de certification, et donc vous appliquez. Alors en plus maintenant la réglementation, enfin c'est pas en plus, c'est le cas depuis toujours. La réglementation applique un délai de carence de 3 mois dès lors qu'il y a eu un refus de certification. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, vous ne pouvez pas reprétendre à un audit initial et être certifié. Donc c'est très important d'avoir cette notion en tête de je dois avoir donc mon audit de renouvellement fait avant la fin de mon premier cycle, et surtout traitement non conformité inclus. Voilà, ça c'est vraiment l'information clé de ce webinaire pour pas être en difficulté en tout cas. Il faut prendre en compte le temps de travail après l'audit, en fait. Si je simplifie un C'est petit ça, peu. c'est ça. Et il faut aussi prendre en compte que c'est pas parce que vous, alors ok, je vais prendre, admettons, vous envoyez toutes vos preuves 3 mois après, donc ok, super. Mais dites-vous que on a du boulot nous aussi derrière. L'auditeur doit traiter vos preuves, et puis nous, au Certifopac, on doit aussi vérifier que l'ensemble du process de traitement des non-conformités soit bien ok. Donc, les 3 mois, c'est traitement par nos services inclus. Donc, c'est ce qu'on met sur l'application dans la page traitement post-audit. On vous dit attention, n'envoyez pas tous vos éléments de preuve au dernier moment. Parce qu'après, il faudra pas se plaindre que ça n'a pas été traité, parce que forcément, on n'est pas des machines, et même si on essaie d'automatiser plein de choses, le traitement d'une non-conformité, c'est quelque chose qui doit être fait par un humain. Et donc, ça nécessite du temps derrière.
toutes ces informations, elles sont redonnées de l'eau lors de l'audit de renouvellement et du traitement des non-conformités s'il y a lieu. Tout à fait et elles sont aussi dans la vidéo du traitement post-audit que l'on vous partagera, et qui est disponible sur l'onglet documentation. Quelles sont les conséquences d'une absence de traitement de mes non-conformités? Bah, tout simplement, hein, ça vous l'aurez compris en fait, hein, si je ne traite pas mes non-conformités dans les délais, on se prononcera sur une décision négative pour le renouvellement de votre certification. Alors, il se peut, alors là, c'est assez schématisé, mais en fait, dans le détail, si sous les 3 mois, vous n'avez pas répondu, il y a une suspension de votre certificat sous encore maximum 3 mois. Et donc, à l'issue de ce délai, là, on se prononce sur un refus. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, si on ne traite pas ces non-conformités, bah, on peut pas être certifié. Voilà. Ça peut aussi amener un audit complémentaire en fonction du volume de non-conformité, mais là, on est quand même sur des cas qui sont très très rares. D'ailleurs, c'est ce qu'on a mis là, puisque finalement, les non-conformités, de manière générale, sont souvent traitées dans les délais impartis. Voilà. Et même dans des délais très très tôt, très très rapides après la réalisation de l'audit, que ce soit surveillance ou renouvellement d'ailleurs. Alors, les points de vigilance pour l'audit de renouvellement, parce que c'est vrai que c'est quand même un audit un petit peu à part. On a eu l'habitude de l'initial, on a eu l'habitude de la surveillance. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut faire attention sur ce renouvellement? Bah, déjà, bien sûr, faut faire attention par rapport aux indicateurs qui ont fait l'objet de non-conformité à l'audit précédent. Pourquoi? Parce que s'il y a des non-conformités mineures, ce que je vous disais tout à l'heure, l'auditeur va vérifier les actions correctives que vous avez mis en place pour pouvoir justement lever cette non-conformité mineure et faire apparaître l'indicateur comme conforme dans la grille d'audit de renouvellement. On portera aussi, comme en surveillance, une attention particulière sur les nouveautés. Nouvelles formations, nouvelles modalités, nouvel organigramme, nouveau personnel, ou alors par exemple nouvelles catégories. Par exemple, si vous avez faites appel à de la sous-traitance alors que vous ne faisiez pas appel à de la sous-traitance, bah, l'indicateur 27, vous n'étiez pas concerné, bah là, vous allez être concerné dans le cadre de cet audit. Donc, bien sûr que c'est important de se préparer sur ces nouveaux indicateurs. Alors là-dessus, je reviendrai pas sur la grille d'audit de l'application, mais la grille d'audit, elle vous permet de répondre à des questions préliminaires, donc qui va concerner l'audit de renouvellement. Et en fonction des questions préliminaires, vous aurez tous les indicateurs applicables et pour chaque indicateur, le détail des points de conformité. Donc, c'est vraiment très important de vous préparer directement sur l'application, comme vous l'avez fait pour la surveillance. On a toutes les infos en amont pour se préparer sereinement, du coup. Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, si vous avez eu des réclamations à traiter, alors là, plainte, le mot est fort, mais en fait, des insatisfactions ou des réclamations, eh ben, soyez sûr qu'on va aller vérifier ce point-là en indicateur 31 pour vous demander la mise en œuvre de votre process de traitement des insatisfactions, des réclamations ou des plaintes. Voilà, ça c'est important aussi. Et puis, l'usage de la marque Calliope. Voilà. Alors, une nouveauté réglementaire sur 2023, c'est pas encore officiel, mais je peux en parler ici. Ça va être en fait de diffuser votre certificat sur soit votre site internet si vous en avez un, et dans vos locaux si vous en avez un, si vous avez des locaux. Voilà. Donc, on a tout un process d'accompagnement qui se met en place par rapport à ça. Vous aurez chacun un lien web personnalisé par rapport à votre certificat que vous pourrez directement renseigner, que vous pourrez intégrer sur votre site web avec un petit bouton, avec une URL personnalisée, et vous pourrez directement faire référence à votre certificat web et pas seulement à votre certificat PDF. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on vous demandera, c'est de mettre à jour, c'est de mettre le lien web, puisque le lien web, bah, les infos sont variables. Ça veut dire que on comprend tout de suite, on a tout de suite toutes les infos sur le certificat, tandis qu'un certificat PDF, bah, c'est des infos qui sont figées. Et à l'instant T, on ne sait pas si les infos sont véridiques ou pas. Voilà. Donc en tout cas, ça, c'est des éléments on vous tiendra informé dès lors que ça sortira. Alors autre chose, c'est notre adage, on dit tout le temps que l'audit de renouvellement, on dit la même chose pour la surveillance, c'est comme la bourse.
Ça veut dire que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pourquoi? Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais l'auditeur sera différent, le contexte sera différent, lié à des nouveautés, à tout plein de choses. L'échantillonnage des sessions de formation, de vos dossiers, de votre catalogue de formation ne sera pas le même. Et donc, ça peut engendrer des non-conformités. Parce que ce qui est passé à l'audit initial ou de surveillance, ça a peut-être pas été vu, vous voyez bien, hein, au regard des délais, on voit peut-être pas tout aussi. Et donc, en fonction de ce qu'on va aller piocher, c'est des choses qui peuvent suggérer des non-conformités. Alors, j'insiste aussi, là, on fait un petit peu peur dans le cadre de ces webinaires pour vous dire que ça peut engendrer des non-conformités, mais en tout cas, dans la vraie vie, on n'est pas là à chercher la non-conformité, on est plutôt dans une posture d'aller vérifier le respect à chaque indicateur des exigences du référentiel. Voilà, on n'est pas là pour dire ah tiens attendez, je vais voir là si vous respectez ça ou pas. Non. D'ailleurs, c'est important aussi de comprendre que l'auditeur au renouvellement n'a pas accès. Alors, il a accès à l'historique, donc au rapport d'audit précédent. Donc, il sait que par exemple l'indicateur 4 a été en non-conformité ou l'indicateur 2. Mais par contre, dans sa conduite d'audit, il ne va pas passer plus de temps sur l'indicateur 4 parce qu'il y a eu une non-conformité à l'audit précédent. Parce que sinon, enfin, l'idée, c'est pas qu'il ait un regard biaisé, un regard subjectif par rapport à ce qui s'est passé avant. L'idée, c'est vraiment d'insister à l'instant T sur ce qui se fait dans vos pratiques. Voilà. Ça, je pense que c'est important quand même. Alors enfin, je veux profiter, on a eu la question, je veux profiter du renouvellement pour ajouter ou pour supprimer une catégorie d'action. Comment cela fonctionne? Ça fonctionne plutôt bien, mais on a quand même voulu vous détailler deux options. Alors, les deux options ont leurs avantages. On vous dira aussi après en fonction personnellement nos avis sur le sujet. L'option 1, c'est pressant, on peut pas attendre, et donc il faut réaliser un audit d'extension. Donc dans ce cas-là, vous réaliserez, indépendamment de l'audit de renouvellement, un audit d'extension. Ce qui fait qu'en fait, votre certificat du cycle 1 sera directement mis à jour avec la nouvelle catégorie. Okay. L'avantage dans cette option 1, c'est que l'ajout de la catégorie est effectif immédiatement. Okay. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre le cycle 2. L'inconvénient, c'est qu'il faut payer un audit d'extension. Voilà, donc un audit d'extension qui doit se faire selon les mêmes modalités que l'audit initial. Donc, c'est déjà un minimum une journée. Donc, il faut compter à peu près 1 000 €. À peu près. C'est un peu moins pour les clients. Voilà, on a un tarif privilégié pour les audits d'extension. Mais en tout cas, il faut compter entre 800 et 1 000 €. Donc, c'est pas forcément ce qu'on recommande. Après, quand il y a un besoin pressant de faire une extension, des fois, on n'a pas trop le choix. Voilà. Je me permets, Jimmy, on a un webinaire sur le sujet à la fin du mois. Pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus, ça peut être pertinent de vous inscrire au webinaire si vous hésitez sur cet audit d'extension. L'option 2, c'est ok, je souhaite intégrer une ou plusieurs catégories. Je peux attendre un petit peu, c'est-à-dire que je peux réaliser mon audit de renouvellement en intégrant ces nouvelles catégories. Et même si je suis certifié 2 mois, 3 mois après, donc en fait, en attendant la fin du cycle 1 et en débutant le cycle 2, comme vous l'aurez compris, si je peux attendre, tant mieux, parce que l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de surcoût, puisqu'on ne réalisera pas d'audit d'extension. Parce que l'intérêt, c'est de profiter du renouvellement pour mettre à jour, en gros, ces catégories. Voilà. Je pense que quand on peut attendre, il vaut mieux, bien sûr, s'orienter sur l'option 2, parce qu'en plus, on l'a pas mis ici dans les inconvénients, mais en plus, ce qui va se passer si vous choisissez l'option 1, c'est que c'est un peu la double peine. C'est que, vous payez, donc on paye un audit d'extension, et en plus, il faudra se faire réauditer sur la catégorie en lien avec l'extension lors du prochain renouvellement, sur des trucs que vous aurez peut-être même montré à l'auditeur 1 mois avant, 2 mois avant. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Après, la vie économique d'un organisme fait que des fois on n'a pas trop le choix. Voilà. Mais quand on a le choix, l'idée c'est de s'orienter plutôt sur l'option numéro 2. Alors, on a une question qui est un petit peu en lien, Jimmy. Là, on a parlé de l'ajout de catégories, mais comment ça se passe si c'est un site qu'on veut ajouter? Donc, on est un organisme multisite et on veut ajouter un site. Voilà, on veut ajouter un nouveau site pour soit avant, soit pour le renouvellement.
Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, déjà, l'ajout d'un site, ça se fait pas au renouvellement, ça se fait dès que le site est déclaré. Donc, en théorie, voilà, par exemple, là, le site, il existe, bah, il faut le déclarer dès maintenant à Certifopac pour qu'on puisse réaliser un audit complémentaire pour intégrer ce site dans le périmètre de certification. Maintenant, si c'est un projet, alors si vous avez de la visibilité sur votre activité économique, vous savez que la fin de validité de votre certificat, ce sera en septembre 2023. Il y a un projet de faire une nouvelle promo dans une nouvelle ville, dans un nouveau centre. Bah, dans ce cas-là, on peut tout à fait, en fait, lorsque vous allez faire votre audit, enfin, lorsqu'on va prendre contact avec vous pour le renouvellement, vous allez déclarer vos changements, on peut mettre à jour votre situation administrative. Si vous étiez monosite, vous passez en multisite. Si vous étiez déjà multisite, mais avec un nombre de sites et que vous rajoutez encore des sites, ben, on mettra à jour aussi. Et on calculera la durée d'audit par rapport à ça. Voilà. En fait, on calculera la durée de l'audit de renouvellement par rapport à ça. Maintenant, j'insiste bien sur le fait que normalement, contractuellement, dès qu'il y a un nouveau site, il ne faut pas attendre l'audit suivant. Il faut le déclarer tout de suite. Parce que vous pouvez vous mettre en porte-à-faux par rapport aux financeurs en disant, bah, tiens, mais je comprends pas. Voilà, il y a un site dans la nature. Non, il faut certifier dès que possible un site sur lequel vous avez du personnel permanent, sur lequel des formations sont réalisées et surtout sur lequel vous contractualisez. Parce que le certificat doit porter sur l'adresse du site en question. Et si c'est pas le cas, vous vous exposez à des sanctions. Alors pas forcément des sanctions nous concernant, même si c'est une cause de rupture contractuelle, hein, si vous déclarez pas un site. Mais en tout cas, ça peut surtout vous mettre en difficulté auprès de financeurs. Voilà. Valérie qui dit que c'est plus, enfin, ils ont plutôt, les certifiés ont plutôt intérêt de déclarer le projet d'ouverture d'un site. Moi, je voudrais rajouter que si votre profil change, le mieux c'est de nous contacter, comme ça on peut vous dire s'il y a des changements à faire, s'il y a des démarches liées à Calliope, mais aussi nous on a toutes les informations sur votre dossier et du coup derrière on vous envoie les communications qui sont liées avec ces changements. C'est ça, faut pas hésiter. Parfois, on a des mails aussi de projets d'extension. Bah, ce n'est qu'un projet. Donc, on a aussi nous notre valeur ajoutée de vous présenter toutes les options. Par exemple, avant la surveillance, après la surveillance, que ça va coûter ou pas. Et donc, voilà, ça va être là aussi notre intérêt de pouvoir construire votre projet avec vous. On n'est pas avare d'informations, donc n'hésitez pas à vous retourner vers nous et voilà, on vous donnera toutes les infos pour que vous ayez vraiment toutes les possibilités à portée de main. C'est ça. Et enfin, alors je crois que c'est la dernière question, mais pas des moindres. Je veux profiter du renouvellement pour être certifié par Certifopac. Comment procéder? Parce que malheureusement, il y en a qui ne sont pas encore certifiés chez Certifopac. Donc, pour pouvoir bénéficier de nos services, comment ça marche au final? Comment ça marche? Il va falloir, de la même façon, il va falloir renouveler son certificat. Donc, réaliser une demande de renouvellement sur notre site web pour qu'on ait toutes les informations. Et puis, on planifiera comme un organisme déjà certifié chez nous, mais on planifiera un audit et donc on vous éditera votre certificat. Alors, on l'éditera une fois que le certificat du confrère en fait arrive à échéance, quoi, tout simplement. La petite particularité, c'est qu'en fait, pour le renouvellement, on va vous demander votre certificat antérieur et puis la liste des non-conformités détectées à l'audit précédent avec le plan d'action associé. Pourquoi? Parce que l'État nous impose d'avoir une continuité dans les demandes de renouvellement, parce que sinon ce serait trop facile. Par exemple, la surveillance se passe pas bien, il y a des non-conformités. Ah bah tiens, super, je vais renouveler ailleurs. Comme ça, hop, je repars de zéro même, et puis je vais pas dire à l'auditeur que j'avais des non-conformités. Non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous vous traînez à chaque audit, à chaque certificateur, vous vous traînez les non-conformités de votre précédent audit. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. Et donc on a l'obligation de vous demander votre certificat pour vérifier bien sûr la date de fin de validité pour vous émettre le nouveau certificat à partir de la date à J+1. Et puis, la liste des non-conformités. Alors, bien sûr, s'il y en a eu, après, s'il n'y en a pas eu, tant mieux pour vous. Mais s'il y en a eu, on intégrera ça au plan d'audit et donc, on vérifiera ensemble la mise en œuvre de vos actions correctives. Voilà. Alors ça, bien sûr, ça concerne uniquement les non-conformités mineures.
On n'ira pas vérifier le traitement de vos non-conformités majeures, parce qu'on considère que le confrère l'a fait dans les règles. Voilà pour ça. Si on est pressé de changer de certificateur, est-ce qu'on doit attendre l'audit de renouvellement? Je pense Alors, peut-être à des certifiés qui voudraient bénéficier de l'application Certifopac ou de choses similaires. si on est très pressé pour travailler avec Certifopac, on peut faire un transfert. On peut transférer. Alors là, voilà, si Raphaël, tu veux mettre le lien du transfert pour vous expliquer un petit peu tout ça. Après, voilà, pour être honnête, on n'est pas là pour vendre un transfert, voilà, et enfin commercialement parlant, mais en tout cas, certains confrères facturent des frais de transfert. Ça veut dire qu'au final, ça vous coûte de faire un transfert chez Certifopac. Donc des fois, il vaut mieux attendre quelques mois et renouveler chez nous. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous laissez périmer vos obligations contractuelles avec le certificateur actuel sur le cycle 1 et vous engagez sur le cycle 2 avec nous sans surcoût et au moins, tout le monde est gagnant, quoi. Voilà. Voilà pour ça. Alors moi, j'en ai fini par rapport aux questions les plus posées. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Alors, les questions les plus posées ont répondu à beaucoup de questions qu'il y avait dans le chat. La seule question qu'on n'a pas abordée, c'est de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont faites auprès des organismes de formation et qui sont à intégrer du coup dans la préparation de l'audit de renouvellement. Alors, au sujet des plaintes ou des réclamations au sens large, alors, il y en a. Il y en a. Il y en a peu, je pense, au regard du volume d'activité, en tout cas chez nous. Mais certains bénéficiaires de vos formations sont tout à fait en droit de prendre contact avec nous pour nous dire, attendez, je comprends pas, cet organisme est certifié chez vous, ça se passe pas bien. Bon. Le process, c'est quoi? Le process, c'est que déjà, nous, on leur répond que l'interlocuteur principal, c'est vous. C'est vous en tant qu'organisme, c'est vous qui avez normalement, indicateur 31, un process de traitement des réclamations, des insatisfactions. Donc, on leur dit déjà, écoutez, de prime abord, renseignez-vous avec votre organisme. Euh, il a un process de traitement. Et puis, si ce process de traitement ne vous convient pas, ou alors si vous n'avez pas eu la réponse, dans ce cas-là, revenez vers nous. Alors ça règle 90% des cas. Et puis, c'est un petit peu à l'amiable, quoi. Au final, on trace pas, on trace pas parce que finalement, il n'y a pas eu d'enregistrement de plainte véridique. Voilà. Par contre, si c'est des éléments qui sont beaucoup plus graves, par exemple des fraudes avérées ou je sais pas, enfin voilà, ça pourrait être tout plein de choses. Dans ce cas-là, on peut être amené à vous contacter, à ne pas attendre l'audit de renouvellement ou de surveillance. Donc ça peut être aussi, ça peut engendrer un audit complémentaire, mais c'est très très rare. Mais en tout cas, déjà, on va vous demander, en fait, on va vous demander des explications. Parce que ça peut être tout bête, ça peut être tout simplement le mail de la personne et en fait, il est resté dans les spams. Voilà, ça peut être tout plein de choses. Donc, avant d'aller dans la surenchère, de faire des audits, de faire des traitements de plaintes ou tout ça, déjà, l'idée, c'est de le traiter à l'amiable. Un petit peu, si je prends le parallèle avec ce qui se passe au CPF, avec, vous savez, les services de médiation à la consommation, il faut plutôt avoir une approche comme celle-là. Voilà. Maintenant, bon, nous, si on a des plaintes, on vous informe. On a une obligation d'anonymiser les plaintes. Il faut le savoir. Donc, on ne pourra pas vous dire c'est Monsieur Untel qui vous a balancé, par exemple. Mais en tout cas, on vous le dira. Et l'idée, c'est pas de vous faire de la surprise en audit en disant ah tiens, en fait, j'ai reçu une plainte il y a quelque temps par rapport à ça. Montrez-moi tel dossier. Non, ça se passe pas comme ça. C'est fait en amont. On vous informe de la plainte et donc on vous dit que cette plainte sera évoquée lors de l'audit. Voilà. Mais en tout cas, très franchement, c'est des cas qui sont très rares. Ça, je le répète, parce que dans la grande majorité des cas, vous êtes très sérieux et vous travaillez, somme toute, voilà, de façon très rigoureuse. Et l'indicateur 31 est de toute façon là pour cadrer tout ça. Donc, on le voit le jour de l'audit en évaluant l'existence et la mise en œuvre de votre process qualité. Pour l'instant, on a abordé toutes les questions. Il nous reste un petit peu de temps, donc si d'autres questions tombent dans le chat, on a encore un petit peu le temps de les aborder. Alors, on a une question. Vous avez évoqué le fait que l'auditeur soit différent pour l'audit de renouvellement. Là, la question, elle concerne le cycle 1. Est-ce que quand on fait plusieurs audits dans le cycle, l'auditeur peut être toujours le même? Alors, il peut être toujours le même. Après, des fois, c'est pas le cas.
c'est pas le cas parce que, par exemple, alors ça peut être un exemple tout bête, mais si votre auditeur de l'audit initial, donc l'audit initial qui s'est fait sur site, vous arrivez en surveillance, il se peut que l'on vous ait proposé un auditeur interne à Certifopac, parce que les auditeurs internes, donc les auditeurs salariés, réalisent les audits, tous les audits qui sont à distance, enfin principalement, pas tous, mais en tout cas ça peut arriver. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'auditeur de la surveillance ou du renouvellement, donc a l'historique a le rapport d'audit de votre audit précédent, donc connaît, voilà, connaît. Alors même si bien sûr il n'est pas rentré forcément dans le détail de votre offre ou de vos propositions, mais en tout cas la préparation en amont de l'audit qui est effectuée par l'auditeur, avec par exemple consulter votre site internet, découvrir un petit peu votre offre, votre modalité, c'est tout ce qui va lui permettre de vous connaître, de vous comprendre et de faire en sorte que l'audit se passe de la meilleure des façons. Alors, on a une question qui vient de tomber sur les plaintes. Les plaintes qui arrivent chez Certifopac et qui sont prises en compte, c'est quel type de plainte? Ah, les types de plaintes. Les types de plaintes par rapport... une plainte, ça pourrait être tout bête, ça pourrait être il y a une absence de communication de la part de l'organisme. Je pense que la question, c'est plus qui peut émettre la plainte? Un stagiaire, un concurrent? Est-ce qu'il y a des limites? Alors, c'est en fait le ou les bénéficiaires de vos prestations. Un concurrent ne pourra pas émettre de plainte sur notre fonctionnement. Non, alors après, je dis pas que ça peut que ça ne peut pas arriver, mais par exemple, on pourrait très bien imaginer, on a eu le cas chez nous, par exemple, quelqu'un, donc un de vos concurrents qui dit, ah tiens, lui c'est pas bien, il utilise mal le logo Calliope sur son site internet. Voilà. Donc bon, après à voir par rapport au degré d'information qui est erroné sur le site, mais en tout cas, l'idée c'est toujours pareil, c'est un règlement plutôt à l'amiable, c'est-à-dire de vous envoyer un mail, de vous dire voilà, on a vu que le logo était pas bon, merci de corriger ou de nous proposer un plan d'action correctif pour lever ça en fait, pour que ce soit conforme. Voilà. Bon, je pense que ça répond bien à la question. Ok, super. Écoutez, il nous reste encore 5 minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous partager notre application d'audit et de vous montrer en fait plusieurs éléments intéressants dans le cadre du renouvellement. Comme ça, ce sera intéressant. Alors, hop. Petit teaser pour les personnes qui sont toujours avec nous depuis le début du webinaire, alors. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà. Normalement, vous devriez voir apparaître mon écran. C'est bon? Voilà, super. Alors là, je suis sur un exemple, sur notre serveur de développement. Alors c'est un audit de surveillance, mais c'est pas grave, on va le faire quand même comme ça. Alors déjà, le plus important pour vous, pour bien comprendre les délais de réalisation qui sont recommandés, qui sont pas obligatoires, mais qui sont recommandés, en fait, on vous les a calculés ici. Par exemple, on a un certificat qui a été mis donc sur la catégorie formation, qui a été édité le 19 janvier 2023. Ok. Eh bien, nous, on va considérer que l'audit de renouvellement peut être fait entre le 18 juillet 2025 et le 18 octobre 2025. Pourquoi? Parce que la fin de validité du certificat, c'est le 18 janvier 2026. Donc, si vous me suivez, 18 janvier 2026 moins 3 mois, ça fait 18 octobre 2025. Donc, la date de fin recommandée du renouvellement pour le planifier, c'est 18 octobre. Donc là, c'est vraiment le dernier carat. On vous dira, allez, bon, ok. Mais en tout cas, on pourrait presque le faire déjà en commençant en juillet, en août, en septembre. Voilà. Donc c'est une fenêtre de tir qu'on veut aussi assez large par rapport à vos particularités. Certains, par exemple, ont des rentrées très fortes en septembre avec des promos qui rentrent ici et là. Donc c'est pas forcément pertinent de faire un audit en septembre. Donc ils vont préférer le faire au mois d'août, en juillet, ou alors par exemple fin septembre ou début octobre. Donc dans ce cas-là, ce serait tout à fait pertinent. Voilà. Autre chose aussi par rapport à vos audits, donc c'était ce qu'on disait aussi par rapport à ça. Au même titre que vous avez lors de l'audit de surveillance un formulaire de mise à jour de vos informations, et bien sur l'application, lors du renouvellement, vous aurez ici un formulaire
de changements depuis audit précédent, avec alors à nous déclarer votre dernier bilan pédagogique et financier, un organigramme détaillé à jour, la liste des sessions réalisées depuis l'audit précédent. Alors là-dessus, rassurez-vous, on vous enverra un modèle. Il y aura un modèle déjà tout prêt. Vous n'aurez plus qu'à remplir sur Excel pour que ça vous facilite la vie et pour que nous aussi de nos côtés, on ait des modèles qui sont standardisés. J'en profite aussi, mais tous les éléments, à savoir les vidéos de préparation, par exemple audit de renouvellement, audit d'extension, les différentes catégories, toutes les vidéos se trouvent dans l'espace documentation. Donc, on a des vidéos qui sont triées par thématique, avant, pendant, après l'audit. On vous présente aussi voilà certains éléments comme l'application d'audit et nos dernières vidéos, par exemple la surveillance ou les derniers rendez-vous des certifiés. Donc ça, c'est vraiment important que vous y preniez connaissance parce que derrière, au final, voilà, ça prouve aussi votre démarche. Toujours pareil, indicateur 23 de Calliope sur la réglementation. C'est très très important que vous soyez au fait par rapport à tout ça. Les dernières newsletters de Certifopac et puis toutes les infos qui vont bien. Voilà pour ça. Et puis, alors là, ça va commencer à s'enrichir bien sûr en fonction de votre renouvellement, mais l'intérêt de l'application, ça, il faut vraiment comprendre que ça a été conçu, surtout pour ça, c'est d'avoir une continuité entre tous vos audits. J'ai un audit initial, j'ai une surveillance, j'ai ensuite un renouvellement. Et vous allez pouvoir jongler entre les audits pour, par exemple, récupérer de votre audit de surveillance les éléments que vous aurez consultés sur les éléments de preuve en disant ah oui tiens je me souviens indicateur 9 j'avais communiqué à mon auditeur mon dernier livret d'accueil ou alors j'avais communiqué mon modèle de convocation. Eh bien quand vous allez préparer votre renouvellement, vous n'aurez pas à avoir ce travail intellectuel à chaque fois pour chaque indicateur de se replonger dedans et d'aller chercher tel ou tel type de preuve puisque vous pourrez vous appuyer sur le dernier audit réalisé. Voilà. Et ça, c'est très, très important pour vous dans le cadre de votre suivi. D'ailleurs, la grille d'audit, vous pouvez télécharger la grille ou l'imprimer directement avec tout le détail de vos éléments qui ont été validés par l'auditeur. Et c'est ça que vous allez retrouver pour préparer après votre renouvellement. De manière générale, on peut dire que l'application, elle nous apporte un cadre pour notre avancée dans Calliope, en fait. C'est le point névralgique, c'est le point central. Vous avez tout. Vous avez tout et vous avez surtout tous vos audits. Et c'est ça qui vous permet en fait d'avoir une continuité entre vos audits et ça vous rassure aussi dans votre démarche d'amélioration continue. Voilà pour ça. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu d'autres questions? Juste une réflexion de Cathy qui nous dit que Certifopac est ouvert toute l'année. On essaye et quand on a besoin d'être absent tous en même temps, de toute façon, on vous prévient et sur nos signatures mail ou sur nos répondeurs, vous avez l'info en amont. Mais généralement, là, ces derniers temps, on a toujours essayé qu'il y ait quelqu'un au bureau pour vous répondre, donc il ne devrait pas votre problème. Très bien. Eh bien, écoutez, on est dans les délais, c'est parfait. Donc, merci à vous toutes et tous pour avoir suivi cette vidéo. On vous transmettra. Alors, on va mettre à jour l'article sur le renouvellement sur le site web. Donc, on intégrera la vidéo. Donc, vous l'aurez de toute façon en replay. Et on déposera aussi sur le site web le document PDF. Le document PDF de la présentation que je vous ai montré. Je vous ai mis le lien où vous pouvez retrouver tous les replays et tous les supports utilisés. Et vous avez même sur cette page les webinaires à venir. Donc si vous voulez continuer votre veille avec nous, il y a de quoi faire. Merci à vous tous. À bientôt.